Donc bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre en visio de l'Institut Thomas More. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Remercie pour leur fidélité ceux d'entre vous qui nous font l'amitié de suivre régulièrement nos visios géopolitiques. Et j'espère que ceux qui y participent pour la première fois deviendront à leur tour des habitués. Alors ce soir, nous vous proposons de passer 1 heure et demie à étudier et discuter la situation à Taïwan. L'actualité la plus récente y invite, puisque vous avez tous vu l'exercice d'intimidation auquel Pékin s'est livré hier 2 avril autour de l'île, avec des exercices de tirs réels longue portée et des simulations de frappes sur des ports et des infrastructures énergétiques clés dans le détroit. Le ministère taïwanais de la Défense a parlé de manœuvres engageant 27 avions, 21 navires de guerre et 10 bateaux de garde-côte. Mais au-delà de l'actualité la plus récente, la plus chaude, il s'agit aussi, et d'abord peut-être, d'une question géopolitique majeure pour le moyen et le long terme, puisque les nouvelles orientations stratégiques données aux États-Unis par Donald Trump bousculent un ordre international déjà fragile et créent de Excuse ce l'incertitude sur truc. plusieurs théâtres de tension du monde, dont Taïwan n'est pas le moindre. Si la position de la nouvelle administration américaine n'est pas encore lisible sur ce dossier, il est nécessaire d'anticiper les scénarios et de se poser les bonnes questions. Quel sort sera-t-il réservé à Taïwan dans le grand jeu engagé entre les États-Unis et la Chine? Alors que certains anticipent déjà un possible lâchage américain dans le cadre d'une plus vaste négociation, d'un super deal, comment les autorités de Pékin intègrent-elles le facteur Trump, son imprévisibilité et son approche transactionnelle dans les plans de sa stratégie d'unification, je mets des guillemets, avec Taïwan? Si Pékin y voit une opportunité, nous dirigeons-nous vers une montée des tensions dans le détroit pouvant conduire à la guerre? Poser ces questions, ce n'est pas être alarmiste, c'est être lucide et prévoyant. C'est en tout cas ce que nous vous proposons de faire ensemble ce soir. Alors pour cela, nous avons la joie d'accueillir, la joie et l'honneur, deux intervenants que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, vous l'avez entendu, quelques mots, Emmanuel Linco. Alors merci à vous d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, vous êtes sinologue, directeur de recherche à l'IRIS, où vous co-dirigez le programme Asie-Pacifique. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont, avec Barthélemy Courmont, le tout récent, je le montre ici à l'écran pour que vous le voyez bien, il vaut mieux que je l'éloigne comme ça, voilà, le tout récent, L'Asie, terre de conflit, qui est apparu donc au mois de février, c'est pour ça que je dis qu'il est récent, aux éditions du Cerf. Alors ce livre est le parfait vademecum de l'honnête homme, si je puis dire, qui souhaite suivre la marche pour le moins chaotique du monde actuel, puisqu'il passe en revue de manière très pédagogique à la fois les enjeux globaux et transversaux, pardon, et tous les théâtres de tension existants sur ce continent que vous qualifiez, je le remonte, de nouvelle poudrière mondiale. Vous y traitez naturellement de la question taïwanaise, et je vous donnerai la parole dans un instant pour, en quelque sorte, planter le décor sous ses aspects à la fois historiques et tout à fait contemporains, afin de nous aider à prendre la mesure de l'ampleur et de la complexité de ce que vous appelez le nœud sécuritaire taïwanais. Mais avant cela, je prends 2 minutes pour vous présenter notre second intervenant, Laurent Malvezin. J'éprouve beaucoup de plaisir à le faire puisque c'est pour moi l'occasion d'annoncer que Laurent vient de rejoindre l'équipe de recherche, l'équipe des chercheurs de l'Institut Thomas More. Laurent, vous êtes ancien élève de l'Université de Pékin, diplômé de l'INALCO. Vous avez commencé votre carrière au ministère des Armées. Vous êtes français, je le dis. Puis vous avez travaillé, et vous travaillez encore, dans la prévention des risques des entreprises françaises et européennes en Chine. Nous publions aujourd'hui, on a le plaisir de publier aujourd'hui votre première note pour l'Institut Thomas More, intitulée Pékin et la question taïwanaise à l'heure de l'administration Trump 2, dans laquelle, et vous allez en parler tout à l'heure, dans laquelle vous analysez en détail l'évolution de la position de Pékin vis-à-vis de Taïwan pardon, d'une donne désormais incertaine, celle qui vient de s'ouvrir, donc disais-je tout à l'heure, avec l'élection de Donald Trump. Je vous propose donc maintenant de passer la parole donc, au professeur Linco pour 25 minutes environ. Laurent Malvezin fera son exposé ensuite, puis nous conserverons un temps naturellement pour échanger tous ensemble avec vous. S'il vous plaît, le son. Voilà. Hop. Voilà. Bon, m'entendez? On vous entend. Et alors, le professeur, excusez-moi, le professeur m'a demandé de m'occuper du partage d'écran, ce que je fais. Voilà, normalement. Voilà, on voit beaucoup Voilà. de À choses vous en... la parole, professeur. Merci beaucoup. Merci donc
Monsieur Le Sueur, de votre sollicitation pour un sujet évidemment qui cristallise toutes les attentions. Et comme vous l'aurez remarqué, évidemment, ce n'est pas le fait du hasard. Le titre Taïwan vers la guerre est pour partie une citation d'un ouvrage qui est devenu en polémologie et en stratégie une sorte de best-seller en Occident, mais aussi en Chine, Le piège de Thucydide vers la guerre, point d'interrogation, de Graham Allison, professeur de relations internationales. Alors, on va répondre à cette question, mais je pense qu'il faut revenir tout d'abord à des fondamentaux et rappeler par ailleurs, et je le fais sans aucune flagornerie, que la note de Monsieur Laurent Malvézy est tout à fait intéressante parce qu'elle actualise évidemment ô combien le sujet avec évidemment une prospective qui est tout à fait intéressante et sur laquelle nous reviendrons. Je vais dire sans doute des banalités, des choses qui sont a priori connues de tous, mais qui permettront justement, je pense, de mieux comprendre les enjeux. Et merci de dérouler en effet ce PowerPoint que vous pourrez d'ailleurs diffuser par la suite. Je rappellerai quelques réalités, tout d'abord géographiques. Bien sûr, Taïwan est une île au centre de la mer dite de Chine, constituée de 23 millions d'habitants, de d'aborigènes, peu, mais cette petite minorité, constituée donc d'une population première, a des ramifications à la fois linguistiques et historiques, des régions que l'on ne soupçonne pas. Je pense à l'Océanie, je pense à la Polynésie. Alors, professeur, le son saute beaucoup, je suis confus. Ah, je suis désolé. Alors, je ne sais comment faire. Non, ça va pas. Ah, alors, comment faire? Ça a l'air d'être revenu là, mais ça saute un peu, quoi. Bon. Et là, ça va un peu mieux? C'est pas mal, oui. Bon, désolé, hein, je ne sais pas ce qui se produit. Bon, en tout cas, je disais que ce passé aborigène de l'île est évidemment très important, notamment en termes de prospective, parce que Taïwan a des liens très profonds avec des régions plus ou moins périphériques, telles que l'Océanie, voire même Madagascar. Ce qui signifie qu'en termes plus tard de soft power, voire même d'appui, Taïwan pourra évidemment faire usage de cette réalité. La deuxième réalité historique sur laquelle évidemment il faut revenir à minima, c'est le passé japonais de l'île. Comme vous le savez sans doute, Taïwan a été annexé par le Japon en tant que colonie entre 1895 et 1945, c'est-à-dire un demi-siècle, arrachant par la même l'île à l'empire sino-mandchou de la dynastie des Qing, 1644-1911. Et ceci est important, là aussi, pour actualiser le propos, parce que Taïwan, quelque part, dans l'imaginaire à la fois des Taïwanais, mais aussi des Japonais, n'est pas un fait étranger à la réalité locale. Bien sûr, la génération qui a encore connu l'occupation japonaise est en train de disparaître. Malheureusement, on me dit que le son est très mauvais. Alors peut-être que je vais changer de pièce, à mon avis, ça sera peut-être plus approprié. Un instant, hein. Bon, merci. Moi, ça me semblait mieux, mais effectivement, si vous pouvez. Ouais. Alors, attendez, je vais carrément sortir du bâtiment et en espérant que le son sera meilleur. Est-ce que vous m'entendez beaucoup mieux ici? Écoutez, oui, moi, ça a l'air bon. Je vois que Monsieur Nem ou Némé, est-ce que c'est mieux pour vous? Parce que C'est bon pour vous?
Bon, Donc, je ouais. poursuis. Concernant donc le passé japonais de l'île est absolument essentiel pour comprendre les enjeux actuels également. C'est-à-dire qu'il y a une très grande affinité entre japonais et taïwanais. Et la chose qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il y a quelques années, feu le Premier ministre Shinzo Abe a modifié l'article 9 de la constitution japonaise, permettant désormais aux forces d'autodéfense japonaises d'intervenir. Là, vous m'entendez? Oui, oui, désolé, voilà. Donc je Bon, coupe les. Voilà, merci. je pense qu'il faut couper les micros pour éviter C'est ce ça. genre d'interférence. Et donc, encore une fois, il y a des affinités très grandes entre japonais et taïwanais, ce qui implique naturellement comment dirais-je, le fait que les Japonais se sentent très concernés, évidemment, par l'avenir de Taïwan. Et plus d'une fois, évidemment, les autorités japonaises ont rappelé qu'elles interviendraient aux côtés des Taïwanais pour le cas où l'île serait agressée. Et puis enfin, bien sûr, la Chine, c'est le sujet, un sujet de possible conflictualité, en rappelant plusieurs choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est que évidemment, le régime à Taïwan a considérablement changé à l'issue de plusieurs événements qui me paraissent évidemment déterminants. Le premier, pardon, c'est l'abolition de la loi martiale en 1987, décision prise par le successeur de Chiang Kai-shek, que vous voyez à l'écran sur la gauche, Chiang Ting-kuo, hein, c'était son nom. Et cette abolition en 1987 va entraîner des réformes de nature démocratique extrêmement importantes, lesquelles vont s'accélérer, je dirais, après un autre événement tout à fait considérable, dont on vit aujourd'hui encore l'onde de choc. Ce sont les massacres de Tiananmen, des étudiants à Tiananmen à Pékin en 1989. Et dès lors, si vous voulez, l'année 1989 a agi en quelque sorte comme une année charnière, puisque les Taïwanais ont été confortés précisément dans leur choix de se démocratiser et donc partant de se distinguer évidemment de la Chine continentale. Donc à partir de ce moment-là, Taïwan fait un changement absolument structurel de dictature blanche, comme on la qualifiait, parce que soutenue par les Américains, à la différence des dictatures rouges, Taïwan entreprend des réformes démocratiques extrêmement importantes. Et rappelons que le président Lee Teng-hui, que l'on peut voir sur le slide suivant, a été le premier président taïwanais élu et précipitant par là même des réformes euh, extrêmement importantes, permettant donc à Taïwan d'assurer une logique de séparation des pouvoirs, en somme, hein, c'est-à-dire donc un pouvoir législatif suffisamment indépendant, une presse libre, bref, une trajectoire évidemment totalement différente. Néanmoins, rappelons aussi que sur le plan politique, Taïwan a pratiquement dans le même temps perdu progressivement, d'année en année, des appuis absolument essentiels. Le premier, d'ailleurs, rappelons-le, c'est le retrait de la France qui décide donc de ne plus reconnaître la République de Chine, donc Taïwan, la même où elle s'était réfugiée à partir de 1949, et ce au profit de l'autre Chine, donc la République populaire de Chine. Décision, on le sait, prise par le général de Gaulle en 1964 et qui annonce par là même
une marginalisation croissante de Taïwan sur la scène internationale. Et le coup de grâce, bien sûr, c'est l'éviction de la République de Chine, donc de Taïwan, en tant que seule représentante légale de la Chine en 1971 du Conseil de sécurité de l'ONU au profit, là encore, de la République populaire de Chine. Depuis lors, pour actualiser le propos, vous n'avez plus que 12 États à reconnaître Taïwan comme étant la seule Chine légale. Donc, ce qu'il faut rappeler pour résumer les choses très rapidement, c'est que Taïwan est évidemment un nain politique, en revanche un géant économique, et c'est l'une des autres dimensions, évidemment, des enjeux que nous allons aborder ce soir, puisque Taïwan, pour donner quelques chiffres, c'est le premier investisseur, en définitive, sur le continent chinois. L'une de nos collègues, Françoise Mangin, il y a quelques années, a rappelé que près de 40 millions d'emplois dépendaient des multinationales taïwanaises établies sur le continent chinois, parmi lesquelles, pour citer sans doute la plus célèbre, Foxconn, qui est l'un des partenaires évidemment privilégiés d'Apple, et pour la fabrication, évidemment, des microprocesseurs, puisque Taïwan produit 80% des microprocesseurs dans le monde, soit à Taïwan même, soit sous licence taïwanaise. Donc évidemment, le microprocesseur constitue en quelque sorte l'assurance vie de l'île dans son autonomie par rapport à la Chine, bien sûr. Et puis, l'autre aspect des choses, évidemment, qui est lié à un déterminisme géographique, comme je le soulignais en introduction, c'est que Taïwan est une île, et pour user d'une métaphore, Taïwan est en quelque sorte un porte-avions naturel situé au centre même de la mer de Chine. Et selon évidemment les acteurs intéressés par Taïwan, Taïwan peut apparaître comme un verrou. Et c'est le cas encore à ce jour, assurément, pour les Américains, c'est-à-dire que Taïwan fait partie d'un dispositif global qui vise à endiguer, en l'occurrence, la progression communiste chinoise dans la région. Et à contrario, pour les Chinois, Taïwan est une porte d'accès, évidemment, pour se ménager une profondeur stratégique beaucoup plus grande, évidemment, à destination du Pacifique et au-delà même de l'Amérique latine. Évidemment, il y a des convergences de faits qui ne trompent pas les observateurs. Comme vous le savez, il y a quelques mois, le président Xi Jinping s'est rendu en Amérique latine et au Pérou tout particulièrement, qui est particulièrement riche pour ses ressources en lithium. Et donc, ce que l'on peut craindre en haut lieu, évidemment, c'est une sanctuarisation du Pacifique qui nécessiterait pour la Chine, évidemment, de s'emparer en amont de Taïwan. Alors, cet intérêt de la Chine pour Taïwan est lié par ailleurs à un atavisme historique, c'est-à-dire, on l'a compris, c'est un enjeu bien sûr mondial, mais aussi un enjeu national. Pour revenir justement à l'histoire même de la Chine, rappelons évidemment que le rattachement de Taïwan est stipulé dans la constitution même de la Chine. C'est-à-dire que Taïwan fait partie de la mère patrie et serait en quelque sorte considéré comme l'un des derniers territoires renégats qu'il s'agirait évidemment de reprendre. Alors, c'est lié évidemment à une histoire encore récente, très prégnante dans le narratif chinois, celle de la guerre civile ayant opposé précisément Chiang Kai-shek à Mao Zedong, hein, mais beaucoup plus en profondeur, il s'agit évidemment pour Xi Jinping d'incarner un discours néo-impérial, un peu à la manière de Vladimir Poutine, considérant évidemment son horizon ou son étranger proche comme faisant partie des prérogatives du régime actuel, bien sûr. Et en cela, je pense qu'il ne faut jamais oublier
que la Chine se vit aujourd'hui encore comme un empire ayant été amputé de territoires qu'elle revendique aujourd'hui encore. Et de ce point de vue-là, ce qui est, à mon sens, intéressant, c'est de souligner le fait qu'il y a un symétrique de situation entre cette partie orientale de la Chine, mais aussi d'autres régions méridionales, en l'occurrence, dans les rapports de plus en plus conflictuels, quoi qu'on en dise, qui opposent la Chine à l'Inde, mais aussi la Chine à certains territoires de l'Asie centrale. Donc, quelque part, nous assistons évidemment, comme partout, je dirais, l'exemple de la Russie, de la Turquie, de l'Iran, voire même de l'Inde sont en cela suffisamment convaincants. Nous assistons, comme partout, au grand retour des empires, et Taïwan, précisément, est à mes yeux assez symptomatique de cela. Alors, la question in fine qu'on peut se poser, c'est est-ce que Taïwan sera le nouvel Ukraine? Depuis 2022, évidemment, on ne cesse de se poser cette question, à Taïwan tout particulièrement, et ce que l'on craint plus particulièrement encore à Taïwan, comme partout ailleurs en Asie pro-américaine, je dirais, c'est ce qui s'est produit il y a quelques semaines dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, c'est-à-dire le lâchage en règle de Zelensky en présence donc de Donald Trump et de Vance. Et en cela, les Taïwanais semblent confortés par une analyse qui est aussi paradoxalement celle des Chinois, leurs adversaires, c'est-à-dire que les Américains, depuis déjà assez longtemps, ne sont plus nécessairement perçus comme des gens fiables. Et ce, en dépit d'un accord sécuritaire extrêmement important qui reste en vigueur encore à ce jour, qui est l'un des accords les plus importants pour comprendre l'état de la région dans ses rapports avec les États-Unis, c'est le Taiwan Relations Act qui date de 1979 et qui, pour en résumer la teneur, signifie que si Taïwan était agressé, eh bien les États-Unis, légalement, pourraient ainsi intervenir aux côtés de Taïwan. Mais est-ce que Donald Trump honorera évidemment ce Taiwan Relations Act? Ce n'est pas si sûr, bien sûr, d'autant que d'autres événements confortent à la fois les Taïwanais et les Chinois dans ce jugement d'un manque de fiabilité des Américains. L'événement qui me paraît très important, c'est août 2021, lorsque les Américains se sont retirés précipitamment de Kaboul, comme on le sait. Et à partir de cet événement, d'ailleurs, la propagande chinoise n'a cessé de dire que les Américains n'étaient pas fiables et que les Taïwanais seraient à leur tour, à terme, lâchés, évidemment, par les Américains. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si Donald Trump venait à lâcher Taïwan, c'est toute l'architecture globale de la sécurité mise en place par les Américains dans la région depuis la guerre froide et dans la continuité même de ce dispositif, le projet Indo-Pacifique, rival du projet chinois des nouvelles routes de la soie, qui serait totalement remise en cause. Alors, l'autre question, et vous me direz si je suis dans les temps, c'est que d'une manière générale, évidemment, l'autre question qui est corollaire de la première, est-ce que Taïwan donc est le nouvel Ukraine en devenir, c'est est-ce que cette armée populaire de libération, l'armée communiste chinoise, est fiable? Est-ce qu'elle est capable de mener une opération amphibie? Alors évidemment, on n'a pas de recul historique pour savoir si elle est en mesure de le faire. Mais comme vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, il y a à peine 24 heures, les Chinois, pardon, ont procédé une fois de plus
à des opérations d'intimidation qui montrent que très clairement, bien sûr, il y a une asymétrie dans les rapports de force, hein, au profit évidemment de la Chine, et qui rappelle par ailleurs que la Chine, elle l'a parfaitement démontré dans le courant de l'été dernier, était en mesure de développer ce que l'on appelle un déni d'accès, c'est-à-dire donc de sanctuariser la région, de couper les communications pour isoler évidemment Taïwan. Alors c'est une issue qui relève pour le moment de l'hypothèse, mais qui n'est absolument pas farfelue bien sûr, dont les Chinois pourraient très bien recourir par des moyens de coercition militaire. Et souvent, la question qui n'est pas dénuée d'ailleurs d'un certain mépris, hein, c'est de dire que on ne sait pas ce que vaut cette armée chinoise. Bon, en réalité, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la Chine, on sait que cette armée est tout à fait valable, hein, qu'elle s'est illustrée par 2 fois sur des théâtres d'opérations internationaux, de 1950 à 1953 aux côtés des armées nord-coréennes contre la coalition menée par les Américains sous les auspices de l'ONU, premier exemple. Deuxième exemple, contre l'Inde en 1962, en battant à plat de couture justement l'armée indienne. Et l'exception qui confirme cette règle, c'est 1979, en effet, une défaite de l'armée chinoise face à l'armée vietnamienne, alors soutenue par les soviétiques. Mais cela ne signifie en rien, évidemment, que les Chinois n'ont pas la capacité d'intervenir, bien au contraire. Alors certes, il y a 120 kilomètres de distance entre les deux rives du détroit de Taïwan, mais pour ce qui concerne la flotte, y compris pour ce qui concerne la logistique et les moyens coercitifs mis en œuvre, notamment comme prélude à une éventuelle intervention des gardes-côtes chinois, et on pourra y revenir parce que c'est une force, je dirais, paramilitaire qui aurait en quelque sorte le statut de milice et dont le rôle est extrêmement important et en même temps incertain eu égard à ce qui s'est produit, pardon, il y a quelques mois par rapport aux milices de Prigogine. Hein. Alors bon, le rapprochement peut paraître oiseux, mais pas tant que ça précisément. C'est-à-dire que cette armée populaire de libération est en fait une armée pléthorique avec officiellement 2 millions d'hommes, mais en réalité, vous avez des forces supplétives qui sont des milices qui ne sont pas nécessairement totalement acquises au Parti communiste chinois. C'est peut-être un sujet que l'on pourra évidemment aborder. En tout cas, s'il y avait une guerre, entre Taïwan et la Chine, ça serait évidemment une catastrophe sur le plan économique et au niveau mondial, bien sûr. Ça serait la reprise d'une guerre civile entre Chinois et en cela, en termes d'image, cela serait évidemment une lame à double tranchant. C'est-à-dire que mener une guerre contre des Chinois pourrait être extrêmement dommageable en termes d'image, en termes de crédibilité pour le Parti communiste chinois. Et troisième et dernière réflexion sans doute à ce stade, s'il y avait intervention militaire chinoise, de toute évidence, les Taïwanais riposteraient par le recours à une forme de guérilla. Et autant que j'en sache quelque chose, la guérilla n'a jamais été totalement annihilée. La guérilla est la meilleure façon de tenir tête précisément à une armée conventionnelle. Jamais les guérillas n'ont été défaites
où que ce soit justement dans le monde. Et pour qui connaît Taïwan, d'où justement le dernier slide, vous montre à la fois des sortes de criques, hein, de fjords, et c'est le nom même donné à Taïwan, faut-il le rappeler. Tai signifie en chinois les plateaux, Wan les criques. Et donc c'est un lieu idéal justement pour mener des contre-insurrections et donc des opérations de guérilla sur une île, rappelons-le, qui est en grande partie recouverte et de montagnes et de jungle. Donc, à moins d'avoir recours à une forme de blitzkrieg, voire même à l'usage de missiles tactiques nucléaires, c'est peut-être un sujet que l'on pourra aborder. Je vois difficilement comment les Chinois à court terme réussiraient à annexer Taïwan par la force. Dernière issue, et à mon avis, elle me paraît beaucoup plus plausible, comme le rappelle d'ailleurs Laurent Malvézy dans son rapport, c'est peut-être une guerre économique qui est menée d'ailleurs par la Chine et qui permettrait à terme et d'une manière évidemment beaucoup plus pacifique, de récupérer Taïwan, non pas par la voie des armes, mais par des projets d'investissement auxquels Taïwan pourra difficilement résister, parce que, comme je l'ai dit en introduction, il y a des interactions très fortes entre l'île et le continent par la présence même des hommes d'affaires en tant qu'investisseurs sur le continent chinois, mais il existe aussi des projets d'envergure entre la province voisine continentale du Fujian d'une part et de régions situées beaucoup plus au sud, telles que le Guangdong, qui comprend à elle seule 90 millions d'habitants et qui est sans doute la région à la fois la plus interconnectée de Chine, mais aussi la plus dynamique de l'Asie et bien sûr de la Chine. Donc comment Taïwan pourrait résister à cet aimant exercé par la Chine continentale, telle est la vraie question, à moins évidemment que Xi Jinping ne veuille recourir à un coup d'éclat, à une forme de ce que l'on pourrait appeler en Occident d'irrationalité, comme celle que l'on a qualifiée pour l'intervention russe, en effet, contre l'Ukraine. Voilà, merci. Merci beaucoup Emmanuel Linco pour avoir réalisé cette gageure de planter le décor en 20-25 minutes. Nous allons maintenant, mais alors je ne le vois plus à l'écran. Est-ce que Laurent, vous êtes là? Je ne vous vois plus. Au moment où il doit prendre la parole, il a un souci de connexion. Ah ben si vous êtes là, Laurent, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Voilà. Super. Donc, merci beaucoup, professeur Linco. Laurent, nous vous passons la parole pour, je l'ai dit, nous exposer vos réflexions, la réflexion que vous avez couchée dans la note que nous avons publiée aujourd'hui. Ces réflexions, votre méthode, c'est d'entrer au cœur, c'est de proposer d'entrer au cœur de la vision chinoise, la vision de Pékin, pour comprendre ce que le professeur Linco a appelé tout à l'heure la mise à jour de la stratégie chinoise vis-à-vis de Taïwan, avec encore une fois, enfin, dans le cadre de cet ordre international bouleversé par la nouvelle administration américaine. Cher Laurent, c'est à vous. Merci Jean-Thomas. Oui, alors je ne sais pas si parmi notre auditoire ce soir, certains ont pu lire toute ou partie de la note que j'ai donc publiée, enfin que l'Institut a publiée plus exactement. Moi, j'insiste sur le point de départ pour moi, c'est d'entrer effectivement dans la carte mentale chinoise de l'unification avec Taïwan. Parce que, bon, généralement, on a plutôt une représentation de type carte état-major de la question taïwanaise. Je veux dire par là une infographie avec l'île de Taïwan, les navires chinois tout autour, l'encerclement,
Voilà. Et donc, je comprends qu'on puisse établir un parallèle direct avec la situation en Ukraine qui nous livre aussi toutes ces infographies de l'agression russe sur le sol ukrainien avec sa ligne de front, etc. Alors, je reviendrai peut-être sur le parallèle entre l'Ukraine et Taïwan, avec lequel je ne suis pas très à l'aise. Je vous expliquerai pourquoi. Ma note se présente en deux parties et je pense que la première est un petit peu difficile d'accès, donc je vais essayer de la vulgariser. Elle fait état de l'origine et de la mise à jour, comme vous disiez, Jean-Thomas, de la stratégie chinoise vis-à-vis de son projet d'unification. J'emploie le terme unification à dessein. En fait, je traduis du chinois. Le terme chinois ne veut pas dire réunification, mais unification. Et je pars des années, bien sûr, de Deng Xiaoping, avec une illustration qui donne un peu plus de volume et qui rend mieux compte du processus qui est engagé, à savoir que ce que disait Deng Xiaoping avec l'option militaire, qu'il assimilait par analogie à la main gauche, ne devait être brandi, activé que si la main droite, c'est-à-dire les options non létales, pacifiques entre gros guillemets, échouaient. Et que la Chine, par conséquent, se préservait le droit de l'usage de la force si toute perspective, toute possibilité d'unification par d'autres moyens que la force s'évanouissait. S'évanouissait pour des raisons de politique intérieure taïwanaise ou parce que instrumentalisé, selon Pékin, par certains pays, dont les États-Unis. Donc, je pense qu'il est très intéressant de plonger dans... Alors, je vous aide, bien sûr, dans la note à décrypter cette période-là, entre 1979 et l'arrivée de Xi Jinping. Est-ce que Xi Jinping a vraiment forgé une stratégie différente vis-à-vis de Taïwan? Je ne le pense pas. Il hérite de la ligne politique du parti depuis toutes ces années, mais il l'a considérablement étoffé. Il l'a étoffé et le processus d'unification de Taïwan, désormais au sein de l'élite du PCC, est lié au numéro 1 chinois, à Xi Jinping. Sa crédibilité, il a engagé sa crédibilité politique et sa légitimité sur Taïwan, entre autres, mais sur Taïwan principalement. Alors, à 3 niveaux, selon moi. D'abord, son application personnelle dans ce qu'il appelle la diplomatie des chefs d'État, en rencontrant à plusieurs reprises un ancien président taïwanais, Ma Ying-jeou, qui est d'obédience du parti nationaliste, celui de Chiang Kai-shek, le KMT, parti nationaliste. Il s'est aussi impliqué personnellement depuis qu'il a lâché une petite phrase il y a une dizaine d'années, en 2013 pour être précis, selon laquelle la question taïwanaise ne pouvait se transmettre indéfiniment, de génération en génération. C'est-à-dire qu'elle devait être solutionnée en creux de son vivant, et de son vivant durant un de ses mandats. Et puis, un troisième niveau d'intervention qui est assez ancien, c'est la dimension économique et sociale. Alors, j'insiste beaucoup plus sur cet aspect-là, puisque les aspects militaires, finalement, sont traités quasiment tous les jours. L'actualité nous donne toute matière à faire ces actualisations.
puisque les provocations chinoises s'enchaînent au gré de sa perception des provocations qu'il juge inadmissibles du côté taïwanais ou du côté américain. Mais le processus n'est pas militaire dans l'élite politique du Parti communiste. C'est un processus qui est global et qui englobe bien sûr une composante économique forte. Alors, ce n'est pas tant le niveau d'investissement que l'imbrication des deux économies, une sorte de fusion-acquisition en quelque sorte, des deux économies, pour en prendre bien sûr le contrôle qui doit être souligné, avec cette particularité qui est aussi peut-être moins décrite dans les médias ou dans les travaux contemporains sur Taïwan, qui est la volonté d'absorber totalement le corps social taïwanais. Alors, je m'appuie sur quoi? Je m'appuie sur la politique chinoise qui, depuis plusieurs décennies, a défini une ligne qui s'appelle un pays de système. Alors, on le relie, ce projet d'un pays de système, donc un pays, une seule Chine de système socialiste et système taïwanais, on le relie à Hong Kong. Hong Kong n'est qu'une étape, comme Macao l'a été. Hong Kong n'est qu'une étape dans la réalisation de ce que la Chine appelle l'unification. Et on a bien vu ce que ça donne à Hong Kong, un pays de système. Ce n'est pas un pays avec deux systèmes qui coexistent, qui cohabitent sur un pied d'égalité et dans le respect de l'intégrité de l'un et de l'autre. C'est un pays et un système qui s'abat sur le second système pour l'absorber et pour le changer de l'intérieur. Et c'est cette dimension d'absorption, finalement, d'intégration mais d'absorption qui doit être comprise, parce que c'est l'essence même du projet politique chinois. Alors, bien sûr, tout cela s'appuie sur une panoplie de moyens. Ces panoplies de moyens, également, on en parle souvent, mais généralement, on choisit l'un ou on choisit l'autre, sans nécessairement dézoomer et puis prendre ce processus, ce que les Chinois appellent eux-mêmes, dans le Parti communiste, un processus d'unification multidomaine, global, une stratégie qui a été mise à jour par Xi Jinping dans les années 2013-2015, puis annoncée en fanfare autour des années 2020, mais qui finalement prend racine et qui englobe tous les domaines possibles d'une absorption d'un corps étranger pour l'intégrer dans son propre système politique, sa propre économie et son propre système social, sociétal. Alors, je donne des exemples dans la note. Et il y a aussi un processus politique. Alors, c'est assez délicat de parler de processus politique, étant entendu que, selon notre perception de la question taïwanaise, Taïwan a un président, un gouvernement. Depuis un certain nombre d'années, ce président et ses gouvernements successifs, ses présidents sont, comment dirais-je, pour une souveraineté de l'île et une mise à distance du dialogue interdétroit qui avait été initié par le parti aujourd'hui dans l'opposition, mais qui à l'époque était donc au pouvoir, représenté par le KMT. Ce processus politique, Pékin et le PCC l'a toujours en tête. Et c'est ce qui bloque, d'une certaine façon, la bureaucratie chinoise. C'est qu'elle a besoin d'un interlocuteur. Et là, elle n'a pas d'interlocuteur. Alors, elle en cherche. Et la personne de Ma Ying-jeou, ancien président taïwanais, s'y prête, puisque lui se prête au jeu, à savoir s'il maîtrise ce jeu et ce qu'il est possible de penser de la façon dont il perçoit réellement les choses. Mais Pékin, tant que, si vous voulez,
il voit un interlocuteur derrière le DPP, le parti donc progressiste du président William Lai, au pouvoir actuellement à Taïwan. Tant qu'il a cette perspective-là de pouvoir réengager un dialogue, il considérera toujours, et il leur rappelle que cette voie-là, plus bien sûr l'absorption par force gravitationnelle économique et sociale, prévaut sur tout le reste. Et donc, alors, je ne dis pas qu'il faut minorer ou minimiser le fait d'agression et les provocations chinoises autour de Taïwan, mais le cœur du processus tel qu'il a été engagé par Deng Xiaoping et tel qu'on a hérité de Xi Jinping, c'est ce processus politique dit du consensus de 1992, qui est en fait un consensus boiteux, unilatéral, puisque de l'aveu même du KMT, un peu plus tard, il n'y a pas vraiment eu consensus, mais Pékin sait transformer ou faire passer un dialogue ou une conversation ou des conversations ou des événements bilatéraux pour une marque de reconnaissance de leur et d'acceptation de leur politique. On le verra, on le voit aussi vis-à-vis de l'administration Biden, à qui il souffle les mots, disant que finalement l'ancienne administration Biden avait déjà reconnu pas mal de choses sur la relation sino-américaine, donc on peut avancer sur ces bases-là. Il y a aussi un processus de refonte de la société taïwanaise qui est consubstantiel du projet d'unification de Taïwan par le PCC. Dans la note, j'insiste beaucoup aussi sur un point qui me paraît fondamental, c'est que je parle de carte mentale, je pense que c'est très important que je le souligne à nouveau. Le parti se voit déjà dans l'après-unification. Nous, c'est bien normal qu'on soit sidéré, enfin c'est bien normal, c'est compréhensible qu'on soit sidéré dans un premier temps par la partie la plus brutale, la plus dérangeante, celle qui fait très peu cas des principes sur lesquels nous sommes construits, la liberté des peuples, l'intégrité des frontières, voilà. Bon, mais le schéma mental chinois est déjà en train de se projeter dans l'après-unification. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout de la propagande quand vous entendez de sources chinoises parler de projets économiques avec la province du Fujian et Taïwan. Je cite dans la note des créations qui peuvent faire sourire, qui ne sont pas du tout amusantes. Les Taïwanais ne s'en amusent absolument pas. Centre de mariage interdétroit où on peut choisir sa future compagne, mais alors sur des critères plus ou moins politiques, etc. On voit bien que tout cela est pensé comme l'après-unification, dans la gouvernance de Taïwan. Et comme je le disais, ce qui manque pour gouverner Taïwan aux couleurs chinoises et un peu sur le modèle de Hong Kong, on l'a vu, c'est un gouvernement qui soit adoubé par Pékin, qui lui obéisse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est la pensée politique actuelle et c'est la ligne poursuivie, c'est l'objectif que poursuit le parti. Avoir une gouvernance, le contrôle total, politique, économique, social de Taïwan. Alors, les conditions internes du PCC pour réaliser tout cela. Bon, il faut l'unité entre le parti et l'armée. On peut aller très loin dans l'analyse pour savoir si Xi Jinping finalement tient son armée ou pas. Vous avez sûrement remarqué, pour ceux qui s'intéressent de près à la Chine, l'hécatombe de certains hauts gradés militaires. Est-ce lié à Taïwan? Est-ce lié à la question
du nucléaire militaire? Est-ce lié à des problèmes de corruption? Nous n'avons pas de certitude. Ce qui est certain, c'est que la Chine, si elle accélère, comme elle accélère son processus et qu'elle resserre l'étau vis-à-vis de Taïwan, elle aura besoin d'une unité politique absolue pour garder l'intégrité de la chaîne de commandement entre donc le pouvoir à Pékin, le bureau politique et puis les composantes militaires et sécuritaires. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas d'indication qui me laisserait à penser que cette unité se fissure sur la question taïwanaise. Ce que je vois en revanche, c'est une tentative chinoise du parti de considérer, de nous faire penser que, si vous voulez, dans un jeu très connu, et la corde est usée, mais elle fonctionne souvent, l'armée pourrait avoir des velléités et pourrait aller plus loin que ce que le parti voudrait aller, et que finalement c'est l'exécutif chinois emmené par Xi Jinping qui retiendrait son bras armé, voilà, pour essayer de dissuader un petit peu tout le monde que, voilà, que le parti finalement est un petit peu gêné aux entournures dans cette démonstration de force, et qu'il privilégie bien évidemment une unification pacifique, qui n'a absolument rien de pacifique quand on voit les autres moyens, les mesures actives, qui n'ont rien à envier à celles déployées par feu de l'Union soviétique à son époque pour influencer les processus électoraux taïwanais, la vie taïwanaise. L'actualité nous fournit aussi des exemples en la matière. Alors après, mon deuxième point de la note, donc ça c'est la deuxième partie quand j'ai fini de présenter le processus lui-même d'unification, qui, comme je vous le disais, est un processus global où l'élite du PCC se projette dans la gouvernance, donc bien au-delà de la démonstration de force, mais dans une Taïwan qui deviendrait sa 23e province, avec une sorte de gouverneur adoubé. Donc là, on est dans cette deuxième partie de mon exposé, dans la recherche des facteurs externes qui pourraient venir soit accélérer, soit entraver ce processus qui a été lancé et qui, bien évidemment, dont la réalisation, dont les chances de réalisation ne reposent pas uniquement sur l'unité du parti, sur sa volonté et sur sa force brute militaire, mais aussi sur la manière dont elle conçoit la fenêtre d'opportunité. Et dans cette fenêtre d'opportunité, il y a bien sûr des facteurs externes, mais je dirais même par construction, puisque le facteur clé de la question taïwanaise sont bien évidemment les États-Unis depuis les années 70, avec l'appui que donne, le soutien que donnent les États-Unis à Taïwan sur le plan militaire, mais aussi sur d'autres plans. Alors, Trump 2, parce que là, il ne me reste plus beaucoup de temps, et c'est quand même une partie importante du sujet. Si on veut être actualisé, tous les regards sont tournés. Alors, on devrait aussi tourner notre regard vers l'ingénierie d'unification, cette espèce de méga fusion-absorption qui est dans la tête de l'élite du PCC, mais tout autant dans les petits papiers de la Maison-Blanche et de son locataire,
pour savoir ce qu'il se trame. Moi, j'ai 2 points dans cette partie importants, je pense. Le premier, c'est d'essayer de bien comprendre ce qui change dans la stratégie américaine en zone Asie-Pacifique et la place de Taïwan dans cette stratégie Indo-Pacifique. Bon, alors, les derniers documents de stratégie américaine en Indo-Pacifique datent de 2022, diffusés par le département d'État. Et ce qui me fait penser que cette stratégie évoluera nécessairement, même si pour le moment on pense qu'elle se durcit et qu'elle ne fait que se durcir, c'est que dans cette stratégie Indo-Pacifique, il n'y a pas que des affaires militaires. Il y a une stratégie de type démocrate emmenée par Joe Biden, qui a un logiciel assez classique finalement de consolidation des alliances, avec un volet important d'aide économique aux pays de la zone, précisément ce que Trump est en train de détricoter, pas seulement en zone Asie-Pacifique, mais partout dans le monde. Donc, au moins sur ces volets de soft power projetés dans la zone Indo-Pacifique par les États-Unis, qui faisaient partie de leur arsenal pour essayer de maintenir la Chine à distance, ou même de comprimer son domaine d'activité et de souveraineté, il est possible que cela évolue rapidement. Pour l'instant, je ne vois rien de sur ce plan. Même la visite du ministre de la Défense américain en Asie ces derniers jours, au-delà de ses déclarations de soutien, il ne pouvait pas dire moins à Taïwan, il n'a pas dit plus non plus. Et je remarque également que le soutien américain se concentre plutôt sur les pays du nord-est asiatique, Japon, Corée du Sud, dans certains dialogues plus ou moins formalisés, beaucoup moins à l'endroit des pays de l'ASEAN, par exemple, en Asie du Sud-Est. Alors, la question, c'est est-ce que s'il est bien inspiré ou si son entourage l'inspire mieux que ce qu'il peut le faire, ou il transformera le caillou taïwanais en forteresse imprenable, comme il semble le dire ces dernières semaines, et donc poursuivre cette politique de verrou qui bloque la Chine dans non seulement son projet d'unification, mais aussi dans son projet qui va bien au-delà de Taïwan, qui est une prise de contrôle en mer de Chine du Sud, en mer de Chine de l'Est, et puis aussi plus loin en océan Pacifique, au large de l'Australie notamment, on l'a vu récemment, avec aussi des manœuvres. Ou alors, ce caillou taïwanais est un caillou dans sa chaussure, et se transformera en un caillou, un empêcheur de réaliser quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose qui est en gestation, mais dont nous ne savons encore pas grand-chose. Donc ces signaux ambigus, pour moi, ne sont pas des régressions. Il y en a eu dans le passé, ou des changements sémantiques, par exemple, pour désigner Taïwan, ou enlever une phrase, ou en rajouter une dans une présentation de la Chine ou de Taïwan au niveau du département d'État, comme ce qui a été le cas ces dernières semaines. Ôter la phrase de s'opposera à l'indépendance de Taïwan, c'est vrai que ce n'était pas neutre, mais c'est un signal qui peut être, comme ça a été le cas il y a 2 ans dans l'administration Joe Biden, remis noir sur blanc. Ça peut vouloir dire que finalement, c'est une façon d'irriter Pékin et pour faire passer plus facilement d'autres négociations. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que pour Pékin, c'est vu comme une vraie régression.
une vraie régression et effectivement, cette ambiguïté, ce va-et-vient entre les déclarations plutôt pro-taïwanaises et puis quelques hésitations s'en suivant de la part de l'équipe de Trump ou de son équipe sur cette même question, fait penser à Pékin que finalement la seule façon de tester cette administration, sa stratégie vis-à-vis de la zone Asie-Pacifique, qu'elle juge sienne, c'est d'accroître la pression. C'est d'accroître la pression. Alors, la pression tous azimuts, pas seulement militaire, encore une fois, on ne voit que c'est déjà un fait notable, non sans danger. Mais dans tous les domaines, je constate que l'ingénierie du processus global, dans toutes ses dimensions, avance et dans une direction qui laisse à penser que Pékin est en train de tester son administration. Pourquoi Pékin testerait aujourd'hui l'administration Trump sur cette question taïwanaise? Elle n'a que ça en tête vis-à-vis des États-Unis aujourd'hui. Les questions des tarifs, bon, d'accord. Comme, je ne dis pas que c'est une partie de plaisir pour Pékin de voir ces produits à l'exportation entravés dans leur se surajouter des taxes sur les taxes déjà ajoutées. Mais la seule question qui importe vraiment dans le dialogue avec Washington aujourd'hui, la question qui prédomine, c'est Taïwan. Et depuis quelques années, Pékin, ça c'est l'autre idée majeure de mon développement dans cette deuxième partie, c'est que cela fait déjà plusieurs années que Pékin est en train de dire à Washington, déjà dites-le et redites-le très fort, vous êtes contre l'indépendance de Taïwan, mais ce n'est pas suffisant maintenant. Ce n'est plus suffisant. Vous devez en plus soutenir le processus d'unification. C'est fort. Cette pression qui est mise sur toutes les chancelleries d'ailleurs, pas seulement américaines, mais d'accepter le fait que c'est inéluctable, Xi Jinping l'a répété, l'unification est inéluctable, et si mentalement on admet que c'est inéluctable, alors on doit non seulement nous, occidentaux, mais tous les pays qui ont une influence sur les conditions de réalisation du projet chinois, vous devez nous prouver que vous êtes avec nous dans l'entreprise que l'on mène vis-à-vis de Taïwan. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même côté américain, démocrate comme républicain, certains, et je le mets dans la note pour ceux qui veulent vérifier cela, cette petite musique est en train de faire son chemin, à savoir les États-Unis. Là, j'extrapole les États-Unis. Pour l'instant, ce sont des prises de position individuelles de certains hauts gradés militaires ou d'élus américains. Mais la question est posée, est-ce que les États-Unis s'opposeraient à ce que la Chine absorbe Taïwan par d'autres moyens que la force? C'est une question qui est potentiellement posée. Donc voilà, donc il y a d'autres choses dont je voulais éventuellement parler, mais je me remets à Jean Thomas, qui me laisse 2-3 minutes pour conclure et pour ouvrir un petit peu peut-être le champ. Alors, le champ de la note est assez restreint, vous l'avez compris. Il part du processus vu par Pékin. On rentre dans les textes du parti. Et finalement, c'est en entrant dans
dans la vision et la politique chinoise que, selon moi, on comprend peut-être, enfin, cette vision éclaire les politiques actuelles, leurs limites, mais aussi là où elles sont déjà implémentées et là où le regard est tourné du côté de l'élite du parti, c'est-à-dire presque dans la gouvernance d'un pays qui est déjà sous leur coupe. Et ça, il faut vraiment bien se rendre compte que finalement, le seul verrou, puisque le verrou américain se fissure, le seul verrou qui reste en place, c'est le parti progressiste au pouvoir à Taïwan, qui est maintenant caricaturé d'une façon assez abjecte, dont le président est caricaturé d'une façon assez abjecte. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui circulent et qui ont été diffusées par, je pense que c'est par l'armée populaire de libération, ou par ça, comment dirais-je, ça, c'est la communication, hein, mais et donc si vous voulez, pour la bureaucratie chinoise, c'est une véritable hérésie, ce qui se passe sur le plan politique à Taïwan. Voilà. Après, pour conclure, je dirais que à la question qu'on pose assez habituellement dans les médias, assez généralement dans les médias, à savoir après l'Ukraine, Taïwan, moi je trouve que cette façon de voir une victime et l'autre potentielle me pose question. Parce que on ne se place pas du point de vue des agresseurs. On se place du point de vue des agressés, et c'est très compréhensible, c'est compassionnel, mais ça n'aide pas beaucoup à analyser les forces en présence. Moi, je préférerais plutôt, après la Russie agresseur, la Chine peut-elle être agresseur à son tour. Et là, on rentre dans un parallèle, si on veut faire des parallèles, un peu plus intéressant, puisque on voit par ailleurs que la question du tandem sino-russe se pose manifestement de plus en plus de questions internationales, pas seulement en Europe, pas seulement en Eurasie, avec un concept eurasiatique qui a tendance à suivre les contours et l'élargissement de plateformes comme l'OCS ou les BRICS, mais aussi l'attelage sino-russe se déplace aussi en Asie. Donc, au facteur Trump pourrait s'ajouter un sous-facteur russe dans le facteur Trump, puisque si l'on considère que Trump est manipulé ou sous influence, et son administration sous influence de la Russie, qui justifierait, qui expliquerait ce revirement au moins de façade et provisoire de la position américaine sur le dossier ukrainien et sur la sécurité européenne, on peut raisonnablement penser que la Chine voudra exercer une pression indirecte sur Washington via Moscou sur Taïwan. Et donc, analyser la question taïwanaise et le facteur Trump, je pense qu'il faut rajouter la dimension russe à cela. En tout cas, je pense que la question reste entière. Voilà. Je ne veux pas faire plus long. Est-ce que je m'arrête là? Je pense que oui. Ouais, merci Laurent. Peut-être qu'effectivement, on va y revenir dans la partie questions. Je vous propose donc d'ouvrir les échanges avec Emmanuel Linco et Laurent Malvezin. On a déjà une première question, peut-être pour vous, professeur Linco, sur Simon de Bruxelles, qui nous dit en gros, qui nous rappelle que la Chine est un énorme acteur de la mondialisation et des échanges économiques et commerciaux, et donc s'interroge sur la crédibilité d'un scénario militaire qu'il qualifie, Simon, de choc hautement anti-économique.
Donc en fait, c'est la question classique, c'est-à-dire que est-ce que la guerre, qui est par définition destructrice et par définition anti-économique, est-ce que, en gros, alors je vais dire dans l'autre sens, est-ce que la mondialisation et l'économie, et l'intérêt économique garantit qu'une guerre dégénère, en somme? Je le pose simplement. Oui, j'avais lu effectivement la question de Simon qui est très intéressante et en cela, je pense que Taïwan est assez symptomatique d'une évolution globale, savoir que vous avez d'un côté des enjeux stratégiques et de l'autre des intérêts économiques qui ne sont pas forcément compatibles. On le voit dans tous les domaines d'ailleurs, quels que soient les pays. Voyez un exemple qui nous est a priori familier, celui de la France, qui entretient évidemment des relations, entre autres économiques, avec la Chine, mais qui se range évidemment au vu encore à ce jour des Américains et de l'Indo-Pacifique. Donc c'est cette tension en définitive qui est observable, y compris du côté de Taïwan. Et précisément, et l'arrivée de Trump au pouvoir et la question de Taïwan nous démontrent avec force que le doux commerce, cher notamment à Montesquieu et bien d'autres, n'achète pas la paix sociale. Au contraire même, il y a peut-être une exacerbation des relations entre États du fait même de l'intensification des échanges économiques. C'est là tout le paradoxe, mais c'est une réalité. Ce à quoi nous pouvons peut-être assister à très court terme, c'est l'établissement en fait d'une forme d'économie transactionnelle en silo, c'est-à-dire une forme historiquement d'un retour, si vous voulez, aux grandes compagnies de navigation, par exemple, hein, qui tournaient le dos en fait à la réalité des États, qui n'ont été récupérés, instrumentalisés que sur le tard, mais qui agissaient avant tout pour elles-mêmes. Et on le voit précisément. Les Américains se rapprochent des Russes sur le plan économique. Et ce que l'on pourrait craindre, alors c'est évidemment le scénario du pire, et quelque part ça rejoint indirectement ce qui vient d'être dit, c'est la constitution d'une tripolarité du monde qui serait assumée à la fois par Moscou, Washington et Pékin, et notamment contre l'Union européenne. C'est ça le véritable danger. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut totalement se défaire de ce mythe selon lequel les échanges économiques suffiraient à eux seuls d'acheter la paix sociale. Ça, c'est véritablement un mythe. Et donc, d'ailleurs, les Américains n'ont pas caché leurs intentions, hein. Ce qui est tout à fait intéressant, d'ailleurs, c'est que chez les apprentis dictateurs ou chez les dictateurs avérés, toute déclaration doit être prise au premier degré. Lorsque les républicains, durant la campagne présidentielle, disaient pour un certain nombre d'entre eux que dès lors où les Américains auraient rattrapé leur retard dans la fabrication des microprocesseurs, Taïwan ne serait plus utile aux intérêts américains, il faut les croire évidemment sur parole. Ça, c'est tout à fait évident. Donc, encore une fois, nous revenons à une logique qui est celle, évidemment, de l'affirmation avant tout de la souveraineté des États, quitte à avoir, je dirais, une attitude assez baroque et parfois schizophrénique. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous avons évidemment changé de paradigme, hein. C'est-à-dire que les Américains ont une conduite, pour dire les choses là aussi historiquement, toute bismarckienne dans la compréhension et la manière de gérer les relations internationales. C'est-à-dire que c'est avant tout les rapports de force et évidemment la question des valeurs telles qu'elle était souvent avec beaucoup d'artifice, il faut bien le dire, défendue par les Américains au nom du monde libre. Tout cela, plus personne n'y croit, bien sûr. Merci, professeur. Alors, je vais poser vos questions qui sont dans le chat, mais Charles Lambert, vous avez levé la main, si je puis dire. Cher Charles, on vous écoute. On va essayer de poser des questions brèves pour avoir des réponses brèves pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Merci, oui, j'ai une question brève.
Il y a un an environ, l'Institut avait organisé un matin une conférence sur ces sujets de la Chine et de Taïwan. J'ai assisté, mais je n'ai pas un souvenir très précis, sauf d'une chose qui n'a pas été rappelée. Alors, je voulais demander pourquoi on ne l'a pas rappelé. C'est l'intérêt strictement militaire que les Chinois auraient à reprendre Taïwan pour éviter le piège dans lequel les sous-marins nucléaires chinois seraient en raison de la topographie sous-marine qui empêche les sous-marins nucléaires de la côte chinoise populaire d'aller dans la haute mer du Pacifique, sauf à passer par un petit goulet extrêmement facile à pilonner par les sous-marins américains en face. On n'a pas répété ça. Si c'est faux, ok. Si c'est juste, ça suffit largement pour que la Chine reprenne Taïwan. Professeur Linco, vous voulez dire un mot? Ce que je dirais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que Taïwan, évidemment, assurerait une profondeur stratégique pour la Chine. On le sait bien, il y a cette chaîne d'îles et cette fameuse barrière de corail Voilà. dont parlent les internationalistes. Hein. Et effectivement, en mer de Chine même, les bas-fonds sont à 200 mètres, grosso modo, en moyenne. Alors que dès que vous dépassez, évidemment, Taïwan, vous atteignez les abysses, c'est-à-dire à plus de 4000 mètres, qui sont, pour des profondeurs intermédiaires, des profondeurs permettant à des sous-marins de ne pas être détectés en effet. Donc il y a un intérêt de ce point de vue-là, ça c'est tout à fait évident. Et encore une fois, Taïwan a un avantage certain d'occuper une position stratégique et depuis toujours au cœur même de l'Asie. D'où cet intérêt, bien sûr. Ça me paraît tout à fait évident. Merci, professeur. Oui, Charles, c'est la personne dont vous parlez, c'est Hugues Delin, qui est également membre de notre équipe, qui est ancien officier de marine, Oui, c'est ça. ancien sous-marinier. Et il est malheureusement pas là avec nous ce soir, parce qu'il donne lui-même une conférence à Poitiers, à l'université de Poitiers, donc il peut pas être avec nous. Mais c'est lui qui s'occupe des questions maritimes et navales chez nous. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose, Laurent Malvezin, là-dessus ou Bon, je ne suis pas spécialiste des questions strictement militaires. Bon, j'ajouterais que c'est pour l'armée de libération populaire, oui, c'est effectivement une donnée très importante, mais quand on a la carte du pourtour de mer de Chine du Sud, on se rend bien compte que, bon, étant donné que les Chinois ont des bases de sous-marins d'attaque sur l'île de Hainan, que la flotte de l'Est est basée à Shanghai, Taïwan constitue est à équidistance de l'un et de l'autre, et ça fait sens dans la perspective chinoise de posséder comment dirais-je, tous les droits et les possibilités de navigation sur tout son arc littoral le plus loin possible. Et sa zone sa ligne des 9 traits, enfin 9 ou 10 si on englobe Taïwan, nous montre que bon, son périmètre déjà de revendication est assez large, puis qu'il ne fait que s'étendre, puisque maintenant les revendications chinoises vont jusque plus loin dans le Pacifique. Merci Laurent. Alors, je vous gardais la parole. La question qui vous est posée par Gilles Delafont, enfin, elle est pour vous. Après, professeur Linco, vous pourrez répondre si vous voulez, mais à votre avis, c'est la question que pose Gilles. Vous semble-t-il que la Chine a marqué des points ou perdu des points ces dernières années dans son projet d'unification? Est-ce que vous pensez qu'elle a avancé ou qu'elle a peut-être pas reculé mais ou fait du surplace? Quel jugement vous porteriez globalement? Alors, effectivement, je parle d'un processus global, donc on peut essayer de porter un jugement sur ce que Pékin, lui, pense de l'avancée de sur ses objectifs, qui sont des objectifs intermédiaires. D'après ce que je lis, moi, sur la partie, puisqu'il est bien évident que la partie strictement militaire n'est pas un objectif, c'est un moyen pour parvenir à l'unification. Donc, le processus
Et que le verrou, je rappelle que le verrou est le parti au pouvoir pro-indépendance, souverainiste, et qu'il est en place depuis maintenant plusieurs mandats. Donc ça, c'est un facteur bloquant. Ce qui avance, ce sont les projets, et le dernier rapport du bureau politique, du gouvernement, pardon, du mois de mars dernier, a ajouté une dimension qui est programmatique. Hein. Concernant Taïwan, ça concerne toutes les affaires économiques et sociales. C'est-à-dire faire avancer non seulement le projet de fusion des économies du Fujian avec l'île de Taïwan, mais aussi de préparer, vraiment, de préparer tous les moyens, enfin de déployer les moyens nécessaires pour que cette absorption du corps social et économique soit le plus avancé possible. Ça, c'est une réalisation, entre guillemets, une avancée qui, selon le Parti communiste, est peut-être évaluée. Et bien sûr, en face, quand on lit ce qu'en pense le gouvernement taïwanais et les Taïwanais en général, c'est une autre histoire. Au projet d'intégration économique et sociale, c'est-à-dire d'absorption de l'entité et du patrimoine taïwanais, à la formulation chinoise d'intégration, les Taïwanais comprennent absorption, donc totale neutralisation, négation de leur identité et de la richesse produite, etc. Donc ça, je pense que pour le PCC, ils avancent sur l'objectif. Dans les autres domaines, ce serait plutôt du surplace, y compris dans la dimension militaire, bien que, bien évidemment, à chaque sortie aéronavale et interarmée, dans le détroit et autour, plus loin, elle affûte, bien sûr, ses moyens, conçoit des simulations qui remplissent un cahier des charges de plus en plus réaliste et complet. Maintenant, j'ai oublié de vous dire sur la partie blocus, puisqu'on en parle on parle des avancées, mais des avancées sur l'objectif, c'est-à-dire est-ce que les Chinois aujourd'hui, au sein du parti, se sentent plus près d'atteindre leur objectif, non pas les objectifs intermédiaires, mais l'objectif final qui est de prendre le contrôle de Taïwan, contrôle total. Et là, moi, je ne suis pas sûr de la définition d'un blocus dans l'administration Trump. C'est-à-dire, est-ce que pour l'administration Trump, un blocus qui quand même commence un petit peu à se dessiner quand on regarde les exercices militaires successifs menés par l'armée chinoise, ça a tout d'une préparation à un blocus naval, voire un blocus naval couplé d'un déni d'accès aérien, de zones de défense aérienne qui serait donc qui empêcherait tout ravitaillement et tout pont aérien entre Taïwan et l'extérieur. Ça a tout l'air d'être la manière dont la Chine entend exercer sa pression, en tout cas la plus visible dans l'usage de la force. Mais le logiciel trumpien vis-à-vis du blocus, du blockade en anglais, qui est un acte de guerre, mais qui est un acte de guerre chez les traditionalistes des relations internationales, je veux dire, à la Kennedy, enfin depuis, je dirais, la crise des missiles de Cuba de 62, où effectivement les États-Unis, pour faire un blocus de Cuba, l'avaient fait passer pour une quarantaine, quarantine, en faisant signer la plupart des pays latino-américains pour lui donner une ombrelle de légitimité. Mais dans le logiciel trumpien et républicain
à la Maison-Blanche et en partie au Congrès, si la Chine réalisait un blocus de l'île de Taïwan, le prendrait-il pour un acte de guerre? Si ce n'est pas le cas, et j'en reviens à la petite musique qui circule à Washington depuis un certain nombre d'années, bien sûr alimentée comme il se doit par Pékin, est-ce que Washington bougerait? Donc, de ce point de vue-là, je réponds à la question indirectement. Qu'est-ce qui avance? Quels sont les points qui sont marqués par Pékin sur cette question-là? Ça repose en partie sur le succès de sa diplomatie et des contacts qu'elle arrive à prendre directement ou indirectement avec l'administration américaine pour lui faire accepter, on parlait des consensus plus ou moins forcés, pour lui faire accepter l'idée que reprendre Taïwan par d'autres moyens que la force comprend des actions de type blocus. Merci Laurent. Je garde deux questions qui sont posées sur nous, c'est-à-dire nous autres Françaises et Européens, notre rôle et notre place. Je les garde vraiment pour la fin, on va essayer d'accélérer, mais je vous les poserai, je les grouperai, je vous les poserai tout à l'heure. Je donne la parole, enfin je fais le porte-parole de Claude Revel, que je salue et que je remercie d'être avec nous, qui pose une question, la question suivante: quel impact géopolitique pourrait avoir le méga investissement de TSMC, donc le fabricant de microprocesseurs dont on parlait tout à l'heure, aux États-Unis annoncé par Trump, puisque du coup, la production d'une partie importante des puces sur le sol américain pourrait les rendre moins dépendants de Taïwan et de Pékin. Comment est-ce que vous analysez, si je puis dire, géopolitiquement cet investissement majeur? C'est le problème, en effet, puisque, comme on le disait tout à l'heure, les microprocesseurs restent encore l'assurance vie politique de Taïwan. Donc, ce transfert, effectivement, aux États-Unis, mais aussi dans une moindre mesure dans des pays considérés comme beaucoup moins à risque, tels que l'Inde, pose toutes sortes de problèmes et mettent en porte-à-faux toute une partie de l'opinion taïwanaise, précisément. Euh, Rappelons, et je souscris à tout ce qui vient d'être dit, bien sûr, rappelons que je crois que l'élément déclencheur pour l'opinion taïwanaise ont été les répressions de Hong Kong en 2014, qui ont conforté les Taïwanais, un, dans leur choix de démocratie, deux, de ne pas tenir compte, évidemment, du principe Igbo Lianzhi, dont on a parlé tout à l'heure, un pays, deux systèmes. C'était une sorte d'accord léonin, en définitive, que Pékin n'a pas respecté vis-à-vis des Hongkongais. Et donc, les Taïwanais, on le sait par des études d'opinion, et c'est bien le seul avantage, je dirais, de ce point de vue-là, d'une démocratie telle que Taïwan, à la différence d'une dictature comme celle de la Chine, c'est que les études d'opinion, malgré tout, permettent de saisir un certain ressenti, même si celui-ci est extrêmement labile, extrêmement changeant. Ainsi, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on posait la question aux Taïwanais, rappelons pour contextualiser les choses qu'à ce moment-là, le président de Taïwan était Ma Ying-jeou, partisan d'un rapprochement économique précisément avec la Chine, eh bien, la majorité des Taïwanais y consentaient, c'est-à-dire grosso modo 60% de la population. Désormais, c'est le contraire, c'est-à-dire que 60% de la population taïwanaise est opposée justement à un rattachement à la Chine. Donc, cette opinion, encore une fois, est tiraillée par des choix existentiels. Le transfert de technologie aux États-Unis peut s'avérer extrêmement dommageable à terme. Et en même temps, cette opinion, malgré tout, dans sa globalité, se radicalise, même s'il est vrai qu'il existe d'autres configurations de blocage, comme celle qui a vu une forte majorité de députés du Kuomintang revenir au Parlement. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là aussi, on ne l'a pas évoqué, d'un point de vue politique, et ce, en dépit de l'élection du nouveau président William Lai, dans la continuité
de Tsai Ing-wen, la candidate précédente, membre également du DPP, du parti qui se veut indépendantiste, celui-ci n'en est pas moins quelque peu empêché et a une majorité relative. Et d'ailleurs, Taïwan, de ce point de vue-là, n'échappe pas à une configuration globale que l'on observe dans toutes les démocraties du monde. Vous voyez la France, précisément. Hein, et ça, c'est tout à fait intéressant, bien sûr, parce que c'est une façon de rappeler que Taïwan ne se singularise pas tant que ça par rapport aux autres démocraties, bien sûr. Je vous demande de garder la parole, parce qu'on a une question, on va essayer de répondre brièvement maintenant, mais une question de Salim. Le KMT a-t-il des chances raisonnables de revenir au pouvoir dans les années qui viennent? Et cette alternance adoucirait-elle les gesticulations de la Chine? Comment est-ce que vous répondriez à ces deux questions? Est-ce que je peux vous revenir à vous parce que j'ai une session là qui commence. Ah bah, oui, oui. Je reviens dans 5 minutes. Très bien. Laurent, vous vous sentez de répondre sur le KMT ou pas? Bon, je ne suis pas spécialiste de la vie politique intérieure taïwanaise. Bon, je dirais d'abord que Taïwan est une démocratie, donc ça veut dire qu'il y a possible alternance, déjà. Ça a été le cas, ça peut être le cas. En tout cas, Pékin fera tout pour qu'elle survienne, cette alternance, c'est-à-dire que les partis d'opposition actuels reviennent à la majorité, ça c'est sûr. Alors, on l'a vu lors de l'élection présidentielle précédente à Taïwan, pas la dernière, donc l'avant-dernière, qu'elle avait mis un ticket sur le candidat KMT. Bon, il a été invité en Chine, plus ou moins secrètement. La Chine ne fera tout en son pouvoir et déploiera les moyens qu'elle juge nécessaires pour faire revenir à la présidence de Taïwan un gouvernement d'un parti qui, reprendra le dialogue politique avec elle, selon les termes dont on a parlé précédemment du consensus de 1992, qui pour la Chine est un point de départ à d'autres discussions. Et sauf cette configuration d'une opposition qui passe à la majorité et qui a une autre position qui n'a pas de position de principe d'opposition vis-à-vis du parti et qui n'est pas sur une ligne indépendantiste, je ne vois pas comment Pékin pourrait reprendre le dialogue avec le DPP. Après, les chances, si la question est quelles sont les chances du retour du KMT ou de partis qui sont aujourd'hui dans l'opposition à la présidente taïwanaise, là on est un petit peu dans l'expectative. Déjà, il y a une échéance qui sont les midterms, enfin l'équivalent des midterms, donc des élections partielles à Taïwan en 2026, qui nous donnera un aperçu des forces politiques en présence. Voilà, et comment l'échiquier taïwanais évolue entre aujourd'hui et l'an prochain. Merci Laurent. Alors je vois qu'il reste 5 minutes. On va poser une dernière question qui était en fait liée à deux autres. Et elle est pour vous, cher Laurent, c'est-à-dire que peut-on faire, nous autres Français et Européens? Et ça tombe très bien parce que vous avez tenu à faire une conclusion dans votre note brève. Donc mais précisément sur ce sujet-là, puisque votre note parle beaucoup de Pékin, de Taïwan et de Washington, mais vous avez quand même tenu à conclure sur nous autres Européens. Donc ça tombe très bien. Est-ce que je peux vous demander l'exercice impossible de synthétiser votre pensée sur ce chapitre-là, mais vraiment en 2 minutes pour qu'on puisse libérer tout le monde assez rapidement? Bien sûr. La question telle qu'elle est posée est quand même assez difficile, vu tout ce qui a été dit précédemment. Alors, et je reviens à la question de Claude Revel, que je salue.
que reste-t-il de Taïwan si on ne la défend pas comme une démocratie et si elle est vidée de toute sa substance? Alors, pour la substance des puces, etc., moi, je suis un petit peu dubitatif parce que j'ai cru lire de la part des Taïwanais une certaine assurance qu'en fait, construire une usine à l'autre bout du monde, aux États-Unis, ne les dépossède pas d'un savoir-faire qu'ils sont les seuls à posséder, qui est extrêmement complexe. Et mon bon sens paysan me dit qu'il se tirerait, je me demande pourquoi il se tirerait une balle dans le pied en se sacrifiant, en se sabordant de la sorte et en se vidant de tout intérêt qui leur resterait si on leur ôte l'intérêt qu'ils sont un pays démocratique qu'il faut défendre. Donc voilà, donc, parenthèse fermée. Mais que reste-t-il de Taïwan si on ne la défend pas comme une démocratie et la position de la France? Bon, alors là, c'est une question qui est d'abord diplomatique. Si on se place du point de vue de l'opinion, eh bien, on entre dans ce que je considère être comme quelque chose de très insuffisant pour faire bouger les lignes, qui est de dire faisons tout pour que Taïwan ne soit pas l'Ukraine de demain. Et si on se place du point de vue de ceux qui font la politique étrangère de la France, je pense que le meilleur niveau est le niveau européen. C'est pour ça que ma conclusion dans ma note essaye de challenger un petit peu la stratégie chinoise de l'Union européenne, qui consiste à considérer que finalement, soit la Chine est un rival systémique, mais on fait comme avant. Hein, on continue à considérer comme, sur certains dossiers, comme un partenaire économique, et puis un concurrent. Mais on ne peut pas être à la fois les trois en face d'un régime qui, pour lui, le régime chinois, voit ces trois domaines comme un seul domaine confondu, un divise, qui est motivé par un esprit de prédation et de domination sur des affaires économiques, sur des affaires de partenariat et de système à système. Pékin l'a bien rappelé à l'administration Trump précédente, au premier mandat de Donald Trump. On peut essayer de vous donner un peu plus vous acheter un peu plus de produits agricoles, etc. Mais jamais vous ne toucherez à notre fonctionnement et au fait qu'on a un système et on y tient, et voilà, il est le nôtre, et n'y touchez pas. Donc, avec cette fin de non-recevoir qui a été adressée aux États-Unis, je pense que l'Europe devrait au moins tirer les leçons de ce refus catégorique de changer quoi que ce soit au système, au fonctionnement même de l'économie chinoise, des subventions, toutes sortes de choses que l'Europe combat avec ses armes et ses contre-mesures et ces dispositifs anti-coercition qui sont mis en place, mais justement pour neutraliser les effets délétères que produit ce système chinois. Mais je pense que cette façon d'avancer avec la Chine est intenable. Et je pense que cette façon d'être agnostique, c'est-à-dire de considérer que finalement, toutes ces mesures visent la Chine, mais on ne dit pas que c'est pour la Chine que l'on met tout cela en place, et que finalement, parce qu'on on veut un peu tout faire avec elle, voilà, donc on va essayer de continuer, mais dans le même temps, on a une stratégie indo-pacifique qui vise clairement à essayer de maintenir la liberté de navigation et toute la règle de droit, hein, qui supplante les échanges mondiaux et qui protège aussi les pays de toute ingérence. Je ne vois pas comment on peut articuler une stratégie européenne, et donc avec dedans, bien sûr, la question taïwanaise dans la relation bilatérale qu'on a avec la Chine, si on ne change pas tout ou partie de cette stratégie qui, en plus, a le désavantage d'être clairement dite et qui, pour moi, ne fait plus office de stratégie. Une stratégie ne se dit pas, ou alors elle se susurre, ou alors c'est quelque chose d'autre. Mais articuler cela, ce triptyque que j'ai appelé dans ma conclusion, partenaire, concurrent et rival,
mais tout en se gardant bien de désigner la Chine comme un adversaire et mener une stratégie assumée en Indo-Pacifique qui soit protectrice des intérêts de l'Europe et de ses partenaires, dont Taïwan sur le plan économique et culturel et humain. Moi, je pense que c'est bancal et qu'il faut revoir à la fois la stratégie chinoise de l'Union européenne sur d'autres bases et la stratégie indo-pacifique à la lumière de l'administration Trump 2 et de la brutalisation de la scène internationale que l'on observe depuis quelques années. Merci Laurent. Puisque je vois que le professeur Linco nous a rejoint, est-ce que vous voulez conclure en 1 minute sur ce point-là, c'est-à-dire et nous autres Européens? Merci infiniment, en tout cas, et désolé, il y a eu quelques interférences par rapport à un autre événement qui survenait au même moment. Oui, alors, rappelons ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en avril 2023 lorsqu'il était de retour de Canton à la suite d'un voyage en Chine, et déclaration qui avait provoqué un tollé, on le sait, puisque celui-ci, en substance, disait que s'il y avait une guerre entre les deux Chines, la France n'interviendrait pas aux côtés de Taïwan. Et évidemment, la Chine s'était empressée de se frotter les mains en disant voilà un véritable ami de la Chine. Ce n'était sans doute pas l'intention, évidemment, d'Emmanuel Macron. Néanmoins, ça montre bien une chose, et cela rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a de plus en plus en fait des stratégies en silo. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à s'aliéner la Chine, tout simplement parce qu'on n'en a pas les moyens sur le plan militaire notamment, et on ne cherche pas non plus à se froisser vis-à-vis des Américains. Donc cet entre-deux et cette simultanéité de la posture résume à peu près tout, résumait tout au moins, il faut déjà en parler au passé, parce que je crois sincèrement que les choses sont en train de changer. Et s'il y avait sans doute un symbole, ne serait-ce qu'un symbole d'importance, qui serait une façon d'affirmer justement l'intérêt que les Européens portent pour l'Indo-Pacifique, mais aussi pour la question taïwanaise, c'est que tous les navires de guerre européens, français notamment, arborent aussi le drapeau européen. Ça serait évidemment important. Alors, au-delà de la posture, ça serait une façon, évidemment, d'affirmer une singularité européenne, parce qu'il est clair, comme on l'a rappelé plusieurs fois, qu'une guerre entre les deux Chines serait extrêmement dommageable sur le plan économique, et notamment pour l'Union européenne, c'est clair. Bien, mais écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux, professeur Linco, Laurent Malvezin. Lisez le livre du professeur Linco, lisez la note de Clément et suivez nos visioconférences. On en fera une dans un mois. Vous recevez bientôt l'invitation sur la péninsule coréenne et les enjeux des deux Corées. Il me reste à vous excuser pour le léger retard, mais je crois que c'était tellement passionnant que ça méritait qu'on le fasse. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci encore.